Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour l'effectivité des mesures d'apaisement avec la libération des détenus politiques, le Front citoyen Togo Debout organise vendredi prochain une marche pacifique pendant que Nicodème Rabia boucle aujourd'hui 10 jours de grève de la faim pour la même cause. En marge du sommet de l'ONU à New York, Faure Gnassingbé demande une attention particulière aux couches vulnérables. Les suites de la deuxième réunion du comité de suivi de la CEDEAO, la recomposition de la CENI, à l'épreuve des activités accélérées de la commission actuelle de Kojuna Kadanga. Les spécialistes Pyramide FM, merci d'être au rendez-vous. Ibrahim Macha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Directeur de la publication de Temps Nouveau. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ildefonse Akpaki, lui, il est le premier responsable du site d'information La Gazette du Togo. Deux autres invités devraient en principe nous rejoindre dans cette émission. Le temps de les avoir, il s'y est. On commence, bien entendu, avec les mesures d'apaisement dans la crise politique. Il faut le rappeler, encore 43 détenus politiques en prison sur toute l'étendue du territoire national. Togo Debout entend marcher. Au même moment, Nicodème Rabia, le président du parti Les Démocrates, est en grève de la faim depuis 10 jours. Et la situation inquiète énormément les défenseurs des droits de l'homme. Ibrahim Adja, quand on parle des mesures d'apaisement, ça fait partie des préalables de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Mais à ce jour, le sujet traîne. Oui, mais il faut dire que ça ne fait pas partie des préalables parce qu'il n'y a pas de préalable. Il y a plutôt des réclamations vis-à-vis du pouvoir central parce que l'opposition estime que certains de ses militants ont été arrêtés lors des manifestations qu'elle a appelées dans le pays. Et donc, ces manifestants qui sont actuellement détenus dans les prisons du pays doivent être libérés pour amener un climat d'apaisement, un climat de décrispation de la crise politique dans notre pays. Et donc, cette revendication, ou bien cette doléance, s'il faut le dire ainsi, a été présentée aux facilitateurs et un travail a été fait là-dessus, de commun accord avec les facilitateurs et le gouvernement. Il a été décidé de voir l'éventualité de la libération de ces détenus et éventuellement accélérer les procès là où l'État juge qu'il faudrait quand même qu'il aille au procès. Et bon, depuis là, il y a certains qui ont été libérés. Et pas plus que la semaine surpassée, on nous annonce aussi la libération de 10 personnes. Et donc, il y en a aussi qui sont actuellement dans les lieux de détention de notre pays. Et je peux citer le cas des jeunes du mouvement Noubeke qui ont été arrêtés aussi. Et il y a certains militants aussi de l'opposition qui étaient arrêtés sur les lieux de manifestation. Et donc, grosso modo, l'opposition demande à ce que ces militants-là, ou bien ces personnes, soient libérées de manière à donner beaucoup plus de chance au dialogue et à amener les uns les autres vers un début d'entente. Et cela pourrait aussi créer un passerelle pour que les pouvoirs et l'opposition puissent commencer par dialoguer pour la normalisation de la situation politique dans notre pays. C'est dans ce contexte aussi que le mouvement citoyen Togo Debout veut appeler à une manifestation. Toujours, ça fait partie aussi des moyens de pression de sa part pour pouvoir amener le gouvernement à accéder à la requête de toute l'opposition, voire de la société civile. Ildefonse Akpaki, selon vous, qu'est-ce qui peut bloquer la libération de ces gens? Puisque la dernière fois, à la deuxième réunion du comité de suivi, il a été demandé aux partis concernés de s'entendre sur
le nombre exact de ces détenus et ensemble avec le gouvernement de voir la qualification des faits qui sont reprochés à ces détenus-là. Est-ce qu'il faut continuer par ce tirail autour de ce qui devait en principe être réglé depuis, selon l'un des facilitateurs, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, qui disait que ça devait être rapidement un règlement politique? Oui, mais est-ce qu'il y a la volonté? Est-ce que ceux qui doivent normalement prendre la décision de relaxer ceux qui ont été arrêtés ont véritablement cette volonté-là de la traduire dans les faits pour qu'il y ait apaisement? Mais l'autre question, c'est de savoir si réellement ceux qui dirigent ce pays veulent vraiment, véritablement de l'apaisement dans le pays. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de ce qu'il y a eu préalable, et Ibrahim a dit qu'il n'y a jamais eu de préalable. Mais je sais que les règlements intérieurs qui ont été la feuille même, si je peux le dire, la feuille de route même, c'est-à-dire que les points sur lesquels les protagonistes ou les parties prenantes ont accepté se mettre autour de la table pour voir comment il faut faire pour que la tension baisse, vous allez remarquer qu'il y a ces mesures d'apaisement là-dedans. Depuis la signature ou bien depuis l'envoi de la feuille de route de la CEDEAO, il y avait cette histoire-là. La feuille de route est revenue là-dessus, le comité de suivi. Mais s'il n'y a pas de volonté, les gens ne veulent pas, c'est tout. Mais moi, ce qui me dérange, lorsque nous parlons des mesures d'apaisement, ce ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui arbitrairement en prison qui posent problème pour moi. Ce qui pose problème pour moi, c'est que des gens ont tué. Des gens dans ce pays ont tué. Tout le monde sait que c'est X qui a tiré sur Y. Ils sont en liberté. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et moi, particulièrement, je sais que j'ai vu des gens qu'on a finalement qualifiés de groupes d'autodéfense qui ont gaffé au marché de Bossimé, qui ont escaladé des murs, qui sont allés frapper, qui ont cassé des têtes aux gens, mais qui sont aujourd'hui en liberté. C'est ce qui me dérange. Quel est le sort qu'on réserve à ces personnes-là? Mais aujourd'hui, je vous dis que les dirigeants togolais n'ont pas cette volonté-là de libérer ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Nous avons été rejoints entre-temps par deux autres invités, je vous le rappelais. Dieudonné Korolakina, directeur de la publication de Temps Nouveau. Dieudonné, bonsoir et bienvenue. De Togo Matin, autant pour moi. Bonsoir Honoré, bonsoir fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Pyramide. Avec un léger retard. Indépendamment de mes volontés. Selon vous, pourquoi les 43 sont toujours en prison, malgré tout ce qui se dit? Non, je crois que la raison de détention de ces détenus nous échappe, nous autres, aujourd'hui. Dans la mesure où il y a eu quand même des libérations, la question qu'on se pose naturellement de savoir pourquoi on ne libère pas ceux-là. Pourquoi, malgré les appels, pourquoi les cris d'alarme, etc., pourquoi on ne les libère pas? Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas membre des services de renseignement. Alors, nous savons, nous sommes dans une situation de crise, et à partir du moment où on est bien d'accord que l'instance régionale, la CEDEAO, a pris les rênes du règlement de la crise d'une certaine manière, qu'il existe aujourd'hui un comité de suivi qui d'une certaine manière a fait ses preuves le dimanche dernier en nous aidant à solutionner un de nos problèmes. Eh bien, on peut avoir l'espoir que dans ce cadre-là, eh bien, toutes les discussions peuvent être menées pour comprendre effectivement et amener le gouvernement à leur libération. Sinon, si vous me posez la question, ne m'amenez pas à être démagogue, je ne sais pas le faire, d'accord? Je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce que ces détenus sont toujours gardés alors que d'autres, on est bien d'accord que de toute façon, au niveau du gouvernement, il y a eu des efforts entre-temps avec la libération de certains. Maître Célestin Bougan,
président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Il est ici avec nous, maître. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et toutes nos excuses pour ce retard. C'est indépendant vraiment de notre volonté. Oui, comme toujours. Hein. Ouais. Monsieur le Président, vous avez eu à approcher certains de ces détenus. Certains sont aujourd'hui en liberté. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris ce pourquoi les 43 sont toujours là? Oui, j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris? Et j'ai essayé de comprendre. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne veut pas les libérer. On a choisi de ne pas les libérer. Et on appelle ça la mauvaise foi. En droit, c'est comme ça on l'appelle. Et finalement, je me suis rendu compte que ce sont des prisonniers personnels du chef de l'État, de son gouvernement et de son parti. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi faire? Voilà. Parce que, est-ce que vous pouvez comprendre que chaque fois qu'on parle de la libération de ces personnes-là, ils nous disent que c'est pour cultiver l'impunité. Au Togo, ces dirigeants vont parler à nous de l'impunité. Dans ce pays, on sait qui cultive l'impunité. Mais tout à l'heure, on vous a dit ce que des gens ont fait dans ce pays et que nous tous nous avons vu. Personnellement, nous avons vu des miliciens, des gens armés, dames blanches, qui sont visiblement, qui tabassaient des gens. Et le chef de l'État les a protégés publiquement en disant que ce sont des groupes d'autodéfense. C'est le ministre de la Sécurité. Le chef de l'État aussi a confirmé. Il a dit. Le ministre de la Sécurité a dit, comme si c'était de la blague, lui il est venu confirmer. Dans Jeune Afrique. Oui. Et demain on va enterrer quelqu'un, un petit enfant, qui est mort sous le bal. Joseph. Alors, est-ce que c'est les manifestants là qu'on met en prison? C'est eux qui ont tiré. Ceux qui sont en prison là, c'est eux qui ont tiré sur l'enfant. Celui qui a tiré, il est où? Aujourd'hui là, il est où? Il est en prison. Donc on ne peut pas nous dire que c'est... C'est-à-dire que quand nous parlons de ça, on a l'impression que nous avons un peu d'émotion parce que c'est nos collègues qui sont en prison. Pour certains. C'est des défenseurs des droits de l'homme. On les a pris, on les a jetés en prison, à supposer qu'ils aient commis quelque chose. Est-ce que leur détention là, égale, en ce moment-là, est nécessaire pour la manifestation de la vérité qu'on cherche et que nous tous nous connaissons déjà? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'ils n'ont rien fait. C'est qu'on veut taire des gens. On veut intimider les gens hein, pour saboter la lutte démocratique que les gens font. C'est tout. L'autre question liée au fait qu'on maintienne toujours ces gens-là en prison, c'est que Habia se met en grève de la faim depuis 10 jours. Dieudonné, ça inquiète. Il y a des médecins à son chevet qui disent qu'il est devenu très faible. On va le laisser mourir. Qui va le laisser mourir? Non, Ceux qui doivent libérer les détenus politiques. Oui, Habia dit clairement que à partir du moment où le jour où ces détenus seront libérés, lui, il cessera d'être en grève de la faim. C'est un choix idéologique. C'est un choix idéologique et ça engage vraiment la personne de Habia. Maintenant, est-ce qu'on va le laisser mourir? Je ne crois pas, d'autant plus que de toute façon, de part et d'autre, nous voyons des actions, même dans la diaspora, etc. Mais je persiste à croire que, à un moment donné, le fait que le gouvernement résiste à libérer ces personnes, en fait, pour me permettre, en tout cas m'amène à me poser des questions. Pourquoi, à un moment, on peut facilement libérer certains et jusqu'à ce jour, on ne libère pas d'autres? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais vous savez, parce que le problème est devenu sérieusement politique par-delà aussi les questions juridiques, les questions des droits humains, etc. Et je dis, nous avons heureusement aujourd'hui un cadre qui permet aux forces politiques de discuter dans la mesure déjà où le dimanche dernier, eh bien, il y a eu une preuve. C'est-à-dire que leurs discussions, leurs rencontres ont permis d'avoir... Mais ce cadre, nous espérons que ce cadre n'est pas fermé. Et que, forcément, dans les jours à venir, dans ce même cadre-là,
on va pouvoir plancher sérieusement sur cette question et que les gens peut-être soient libérés et que Nicodème Habia cesse sa grève de la faim. Sa grève de la faim. Et Défense Akwaki, vous l'avez rendu visite dans la semaine. Vous avez été aujourd'hui ou hier? J'étais là la dernière fois quand la gendarmerie a commis ses gaffes. Parce que je ne peux pas comprendre que la gendarmerie qui est un corps d'élite, dit-on, qui peut faire le distinguo entre une ambassade dans un pays et l'espace du pays. Il est dit dans le droit international que lorsque vous fuyez chez vous et que vous rentrez dans l'espace de l'ambassade, c'est-à-dire même devant la devanture d'une ambassade, vous êtes déjà dans un autre état. Mais que je vois un gendarme ou des gendarmes, je voudrais parler de ce commandant-là qui était à la tête du détachement, qui était à la devanture de l'ambassade de la dernière fois, qui, lorsqu'il était arrivé, disait « Je vous donne 3 secondes de quitter » parce que j'étais là. J'étais non seulement là, mais je couvrais. Moi, je l'ai entendu tout étonné. 3 secondes pour que vous déguerpissiez d'ici. Il était en quelque sorte sur le territoire ghanéen avant de poser cet acte-là. Mais plus grave, lorsqu'à la fin, il a finalement compris qu'il était en erreur et qu'il vient dire qu'il a reçu ou ils ont reçu des informations selon lesquelles des gens veulent s'attaquer à l'ambassade, alors qu'il avait dit au prime abord, qu'est-ce que vous cherchez ici? Je vous donne 3 secondes. Je dis qu'on a, non mais écoutez-moi, qu'on a un sérieux problème. Parce que la gendarmerie, je redis, est un corps d'élite. Et Habia, le cas Habia maintenant, parce que c'est pour Habia qu'ils sont venus, ces gendarmes-là. Non mais, comment c'est pour le cas Habia? Habia Monsieur Habia est un citoyen qui jouit de tous ses droits, qui a décidé en son âme et conscience que face à l'injustice, il faut qu'il pose un acte citoyen. Il a décidé de faire une grève de la faim pour montrer, oui, pour montrer aux autorités, c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui ont la manette du pouvoir au Togo, que l'injustice grandissante, galopante, si vous n'arrivez pas à mettre fin, des gens, non seulement moi, Habia, qui dit justice pour les opprimés, les gens vont me suivre. Si tel n'est pas le cas, on ne verra pas tout ce beau monde-là qui aujourd'hui sont à ces côtés là-bas. Et puis ce qui est encore grave, c'est que M. Habia est, je crois aujourd'hui, à son 10e jour. Et il a été reçu par l'ambassadeur du Ghana sans que les autorités togolaises, parce qu'il est un fils du Togo. Il est en territoire ghanéen. Oui, il est citoyen togolais en territoire ghanéen, mais jusque-là, il n'est pas encore dans l'ambassade. Mais on peut, les autorités togolaises peuvent demander aux autorités ghanéennes de parler avec M. Habia, ce qui n'a pas été fait. S'il est en territoire ghanéen, qu'est-ce que les gendarmes cherchaient là-bas? Qu'est-ce que cette unité de la gendarmerie cherchait devant l'ambassade, jusqu'au point où le commandant a ordonné qu'on le tape? Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Mais soyons sérieux au Togo pour une fois. Ibrahim Acha, ça devient préoccupant parce que c'est un citoyen en détresse. Quand on le voit tout le temps sur les images, quelqu'un qui se lève un beau matin, qui va dormir sous les moustiques là-bas, ça fait 10 jours, il ne mange pas. Il faut quand même des actions pour le faire revenir à la maison. Non, effectivement, c'est une situation préoccupante parce que c'est un concitoyen qui a décidé d'observer la grève de la faim pour réclamer un certain nombre de choses. Et je pense que ça l'engage d'abord en tant que Habia. Il a décidé volontairement. Il n'a pas été contraint à faire la grève de la faim. Il a décidé volontairement à observer cette grève de la faim. Et je pense que le message qu'il a voulu faire passer est en train de passer. Et ce qui doit prendre des dispositions pour que cela ne dégénère pas, pour que cela n'aille pas vers un drame. Je pense que ces personnes aussi sont à l'écoute. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le lieu n'a pas été choisi par hasard, parce que le président ghanéen est facilitateur de la crise togolaise. Et je pense que l'ambassadeur
du Ghana au Togo va écouter M. Rabia. C'est ce qui est, disons, inévitable, c'est qu'il aurait déjà dressé un compte rendu ou bien un rapport qu'il aurait adressé à sa hiérarchie depuis Accra. Et j'ose croire que le président, le facilitateur, le président ghanéen n'hésitera pas à prendre cette affaire au sérieux et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour que nous n'assistons pas à un drame. Maître Lucien Gougan, défenseur des droits de l'homme, vous l'avez rendu visite, Rabia? Je n'ai pas eu le courage de le faire. Je n'ai pas eu le courage. Quelles sont les démarches que vous effectuez? Puisque ce matin, on a appris qu'une délégation de Togo Debout était là et lui a demandé de rentrer pour que le vendredi prochain, il puisse être en forme et participer à la marche. Oui, je dis que personnellement, je n'ai pas eu le courage de lui rendre visite. Mais lorsque Togo Debout lui a rendu visite, nous étions représentés en bonne et due forme. Et c'est une situation préoccupante, comme vous l'avez dit. Et que moi, je remarque quand même que le silence de nos autorités, du moins, même s'ils ne vont pas tout de suite satisfaire à ces doléances, il y a quand même des dispositions à prendre pour intéresser la personne et bon, donner l'impression de s'intéresser à la situation et mettre fin à cette grève-là, essayer de négocier d'une manière. Il y en a qui estiment que c'est un coup de communication qu'il est en train de réaliser. Mais le silence, pour moi, c'est du cynisme. Il y a plus d'autres mots. Parce que vous avez posé la question tout à l'heure, s'il faut le laisser mourir. J'ai l'impression que nos autorités sont en train de laisser Rabia mourir. Parce qu'au moins, ce citoyen, sa grève de faim, en réalité, s'adresse à nos autorités. La doléance qu'il fait, c'est à nos autorités. Et pendant plus de 10 jours, aucune autorité n'a agi, du moins vers lui ou ne l'a approché pour l'écouter. Et c'est le Ghana, c'est les autorités du Ghana qui ont jugé utile de l'écouter. Vous voyez un peu la différence. Il est dans leurs locaux. Oui, mais il est au Togo, il est citoyen togolais et il s'adresse, à travers la grève de faim, il s'adresse aux autorités togolaises. Et donc, vous comprenez la différence entre nos deux pays. C'est-à-dire que s'il faut dire qu'un pays est civilisé par rapport à un autre, vous voyez. Donc, je crois qu'il va falloir que nos autorités... Et pire, ils ont envoyé des gens pour les tabasser. Vous voyez que ça dépasse le cynisme. Et c'est criminel. Dieudonné, c'est presque devenu un pèlerinage. Tous les jours, les gens vont là-bas. Il y en a qui dorment même avec lui la nuit. Parce que il me semble que dans l'histoire politique du Togo, on a rarement vu des exemples de gens engagés dans des actions comme ça. Je persiste et je le dis, et il faut bien comprendre. C'est un choix idéologique et ça n'engage que le citoyen qui choisit. C'est-à-dire, on a plusieurs manières de s'engager, nous tous. On est d'accord? Vous et moi, on n'a plus le micro. Mais, voilà, mais il y en a qui choisissent, par exemple, oui, d'investir la rue en foulant au pied, par exemple, même certaines dispositions légales. Il existe 1001 moyens de se faire entendre. Quand on choisit, on assume. Ce n'est pas cynique au moins ce que je dis. Vous savez, parce que, par exemple, dans le Maghreb, vous connaissez l'histoire des printemps arabes. Un jeune Tunisien a choisi de se donner la mort. Il a mis de l'essence sur lui, il s'est brûlé. Et c'est comme cela que Ben Ali est parti. Il s'appelait Bouazizi. Et c'est comme cela que Ben Ali est parti, de fil à aiguille avec les événements. Et puis, bon, l'affaire a atteint presque plusieurs pays du Maghreb. C'est des choix idéologiques. On choisit, on assume. Non, Rabia a choisi. Alors, non, sur la question de la sortie des gendarmes, bon, j'aimerais bien qu'on relativise un peu les choses. Les gendarmes ne peuvent pas sortir pour aller à l'ambassade du Ghana comme ça pour tabasser. En fait, la veille, on est bien d'accord qu'il était annoncé une manifestation de soutien à Rabia. Il était question qu'on aille déposer des bougies, etc., etc. Mais nous sommes dans un pays où, vous savez,
avec la frénésie des mouvements, parfois, les gens, méconnaissant même parfois les dispositions légales, commettent des gaffes. On est bien d'accord. Moi, je dis tout simplement, sans doute, que les gendarmes sont sortis. Les gendarmes ont été postés à l'ambassade du Ghana pour prévenir le pire, éventuellement. Maintenant, si les gendarmes ont reçu une autre mission, je ne suis pas capable de répondre. Mais je suis sûr. Parce que, vous savez, l'effet de masse au cours des manifestations. Mais finalement, ils sont retirés, ça n'a rien fait. Mais voilà, effectivement. Moi, je parie que c'est parce que à la veille, il a été annoncé une manifestation à l'ambassade du Ghana, poser des bougies, etc., etc. Et pour prévenir éventuellement, ou pour éviter éventuellement que le pire n'arrive, parce que si de toute façon il arrivait quelque chose à l'ambassade du Ghana, c'est-à-dire ce territoire ghanéen sur le sol togolais, mais c'est de toute façon les autorités togolaises qui répondent d'abord. Mais ce n'est pas l'opposition qui répond. On est bien d'accord. Dans ce cas c'est pas précis, l'opposition qui répond. Dans Ce ce n'est cas pas précis, ceux qui... c'est l'ambassade du Ghana qui aurait peut-être adressé une demande aux Togolais. Alors, si de c'est leur- l'ambassade, moi et toi, nous ne le savons pas. Mais je persiste et je dis, on est d'accord que c'est la grande muette. Qui a demandé justement à ces gendarmes de se mettre là? Toi et moi, on ne peut pas le dire, à moins qu'on choisisse de faire des procès d'intention à ces gendarmes. On est bien d'accord. Et des fois, c'est quoi qu'il faut finir avec ce sujet-là. Non, mais je crois qu'il doit arrêter de jouer à l'avocat du diable. Bon. Alors, c'est quoi le diable? Qui a le Non. diable dans cette affaire? Je ne sais pas. Au fond. C'est une expression que j'ai Mais utilisée. qu'est-ce qui te permet de le dire? Non, Si ce moi, ce n'est pas une expression. Tu ne défends pas le diable, toi, tu es sûr? Mais Tu non, es convaincu? non, mais attends. Il défonce Martini Arrêtons d'abord. par respect aux autres de dire ça. Non, il faut Arrêtons, arrêter de parce que jouer surtout, à Il défonce l'avocat du la- diable. il défonce à la parole. Bon, et Ça qui, va donner. et qui ne défend pas le diable dans cette affaire? Toute la question reste. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Toute la question demeure, mon cher ami Ildefonse. Oui, Dieu donne. Qui, Je donnais, il défend ça la parole. qui défend le diable ici? Qui ne défend pas le diable? Je voudrais vous répondre. Maintenant, je te réponds. C'est parce que j'étais sur le lieu et j'ai eu le courage et la chance d'échanger avec les deux officiers. Celui qui a joué aux oiseaux, c'est-à-dire le commandant, et le jeune officier. Ils ont dit quoi? J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'ils étaient arrivés, le commandant s'était adressé au prime abord à Maître Pandé Adjaré. J'étais derrière lui. C'est qui le responsable? Maître dit, c'est pas. Et il a voulu hausser le ton. Maître a dit, si vous voulez savoir, allez-y là-bas. Moi, je l'ai suivi. Il vient, il salue poliment les gens. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Celui qui, au finish, disait qu'on lui a dit qu'on voulait s'attaquer à l'ambassade, a dit, je vous donne 3 secondes de quitter ici. Et il criait, quittez l'ambassade, quittez l'ambassade. Mais lorsque les deux responsables de Togo debout s'étaient approchés, après, puisqu'il avait donné l'ordre de taper, le doigt sur la gâchette, j'ai fait semblant d'approcher les deux responsables qui étaient allés. Et c'est le jeune officier qui expliquait que, mais en réalité, on leur a dit qu'on voulait s'attaquer à l'ambassade. Contrairement à ce que vous êtes en train de dire. Puisque vous avez dit tout à l'heure que la veille, il était annoncé une manifestation. Dépôt de bougies, c'est Togo de Dépôt de qu'il a bougies annoncé. seulement. Maintenant, on envoie un détachement de gendarmes qui ne cherche pas à savoir ce que les gens sont en train de faire là-bas, mais qui dit je vous donne 3 secondes pour quitter là-bas. Et il crie. Je vais terminer, parce que tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, il y a eu peut-être mésentente. J'ai utilisé une expression qui n'est en réellement pas une injure. C'est pas qui est injurieux. une, Non, qui c'est pas est une injurieux. expression que j'ai C'est pas utilisée. injurieux. Et je ne sais pas pourquoi Dieudonné, qui est un cher ami à moi, a piqué une crise de colère. non. Mais j'ai voulu juste lui dire, que moi j'étais là et j'ai eu au moins le courage et la chance d'échanger avec les deux officiers, surtout le Zozo qui a finalement compris qu'il était en erreur. Il était en erreur parce qu'il ne pouvait pas faire poser l'acte qu'il a posé là devant une ambassade.
Vous dites d'un Non. gendarme qu'il fait le zozo. Non, il a fait le zozo parce que. on va- Regarde, non, mais il a fait le zozo. Ils en font toujours. Moi, Mais il y en a ça, des... c'est injurieux. Non, On va le avancer. zozo. On va avancer dans cette Mais émission. non. Au moins, ça, c'est injurieux. Mais non, Non, j'ai non, non. fait non, Qu'est-ce qui te j'ai fait rappeler. Non. J'ai fait Aucun de rappeler vous- tout à aucun de l'heure. vous deux n'a la J'ai fait parole. rappeler tout à l'heure Et que Défense n'a la plus la gendarmerie parole. est un Voilà. corps d'élite. Et Je pris avance dans ce débat. Oui. comme tel. Et Delphos n'a plus la parole, oui. Je voudrais juste un mot sur ce sujet-là. Je crois que, quelles que soient les raisons pour lesquelles on est allé là-bas, la gendarmerie est allée là-bas, et le comportement qui s'en est suivi, je crois que c'est déplorable. Mais Rabia est là-bas depuis, non? Ils ne sont pas allés. Il est toujours là-bas. Mais pourquoi s'attaquer finalement à Rabia? Alors, si on est allé, parce qu'il doit y avoir des manifestations qu'on est allé disperser, qu'on est censé aller disperser. Mais Rabia aussi est allé là-bas pour faire manifestation. Je crois que j'ai cru avoir entendu qu'ils ont demandé à Rabia s'il a reçu l'autorisation pour venir faire une grève de faim. Vous voyez ce pays-là, c'est ridicule. Les gens, ça dit que quand ils sortent, tu as honte d'être Togolais parfois, quoi. Même depuis les autorités, moindre chose, on dit autorisation. Moindre chose, autorisation. Mais on est dans quel pays finalement? Ridicule. Mais c'est n'importe quoi, c'est du désordre. Peut-être pour le C'est du respect ridicule. des Et ça révolte des fois. C'est du ridicule et ça révolte. Et Défense, on avance dans le débat. C'est la crise qui est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de constater depuis là. Et l'un des facilitateurs a fait une sortie hier. Vous l'avez suivi sur France 24, Ibrahim? Non, j'ai suivi seulement quelques séquences. Il parle de Nana Akufo-Addo. Oui, bien évidemment, mais je ne l'ai pas suivi en totalité. C'est quelques séquences que j'ai pu vérifier sur les réseaux sociaux. Il a bien dit que il est déterminé, il est décidé à aller au bout de la médiation. Oui. Il est sûr, avec le concours des deux parties, qu'une solution sera trouvée, parce que ce qui l'importe, malgré les difficultés, c'est que les deux parties acceptent d'être ensemble, de parler, pour faire avancer. Pour lui, il n'est pas question de laisser tomber le Togo, parce que dès que ça pète au Togo, c'est le Ghana qui est le premier à être au secours. Il a rappelé l'épisode de 2005 où le Ghana avait accueilli plus de 100 000 Togolais. Il ne veut plus revivre l'épisode là. Et enfin, il a bien précisé que la difficulté majeure, c'est la rétroactivité ou le 4e mandat de Fonia Singbe. Oui, effectivement, et tout le monde le sait, c'est éventuellement le point d'achoppement au cours du processus de règlement de la crise politique togolaise. Et quand on parle de réforme constitutionnelle et institutionnelle, c'est vrai que nous voudrons, tous les Togolais voudraient que notre constitution reflète un peu l'image des standards en matière de démocratie et autres. Là, c'est ce que beaucoup d'hommes souhaitent pour le pays. Et l'opposition revendique beaucoup de points de manière à ce que toutes les dispositions contenues dans la Constitution puissent refléter l'image d'un État démocratique. Du côté du pouvoir, je pense qu'il y a aussi ce souhait d'aller vers la modernisation de nos tests, mais sauf que il y a un petit point, la rétroactivité, il y a un petit point, le 4e mandat de M. Fonia Singbe, il y a un petit point, c'est aussi le problème de la possibilité pour le chef de l'État à continuer son programme de développement du pays. Donc, quand je parle, j'ai évoqué 3 points, mais au fait, c'est un seul point. C'est est-ce que M. Fonia Singbe aura la possibilité de postuler encore? Après demander oui, en 2020. Je pense que c'est ça qui pose problème actuellement. Et cette question, quand vous allez dans le juridisme, je vous assure que vous allez emprunter des labyrinthes. Et quand vous revenez sur le plan politique aussi, ce n'est pas aussi assez facile. Mais, j'ose croire que si les Togolais s'entendent et font preuve d'un sursaut patriotique et de voir plutôt l'intérêt général, je pense que certains peuvent se départir de certains intérêts orgueilleux et faire avancer les choses dans le pays. C'est d'ailleurs le plus important, ce que tout le monde espère pour que le pays puisse amorcer son développement, comme l'a dit la dernière fois le président de la commission de la CEDEAO. Maître Célestin Bougan, même CEDEAO avec sa facilitation est arrivé le dimanche à une partie de la conclusion avec la recomposition de la CENI. Et ça fait déjà combien de jours? 5-6 jours
que la coalition devait envoyer ses 8 membres pour composer la CENI. Jusque-là, on n'a pas l'image, mais le débat s'est installé. Est-ce que c'est exclusivement cette coalition qui doit envoyer ses 8 membres ou bien c'est l'opposition dans son ensemble? Oui, selon les termes de l'accord entre guillemets intervenu dimanche, c'est l'opposition parlementaire qui doit choisir 5 membres de l'opposition parlementaire, 2 de l'opposition extra-parlementaire et 1 de la société civile. Donc ça fait les 8 qui transmettent. Maintenant, comment faire pour choisir? C'est en concertation avec toute l'opposition. Et puisque c'est ce qui se faisait. C'est ce qui se faisait lorsque... C'est ce qui s'était fait en 2015, en 2013, où c'est l'opposition qui propose ça à l'Assemblée. Et l'opposition parlementaire qui propose les noms à l'Assemblée. Et ensemble, ils s'entendent, ils font des discussions avant de l'adopter. Donc, je crois que c'est ce qui devrait se faire aujourd'hui aussi. J'ai donné Kourlakina, est-ce que vous avez l'assurance que ça se peut faire comme ça? Vous avez des informations? Heureusement que nous comprenons bien qu'il s'est agi d'un accord le dimanche dernier pour arriver à cet aménagement de la CENI. Enfin, de la CENI. Sans vouloir rentrer dans des débats sémantiques encore, parce que faut-il parler de la recomposition ou de l'aménagement de la CENI? Il existe une loi. Ou du renforcement. Il existe clairement une loi, c'est-à-dire que le gouvernement et l'opposition sont arrivés à un accord. Ok? Heureusement que Maître Célestin le reconnaît, c'est ce qui était toujours fait. Maintenant, toutes les difficultés, parce que nous sommes en situation de crise, et il existe des partis d'opposition qui refusent à reconnaître certains partis comme des partis d'opposition. Autrement, vous savez, et ça d'ailleurs même, cette difficulté peut être résolue aujourd'hui si le gouvernement et la coalition des 14 s'entendaient toujours, parce que c'est les deux d'ailleurs qui ont le privilège de se rencontrer dans le cadre de ce comité de suivi avec les représentants des émissaires. Ils peuvent toujours continuer par s'entendre pour résoudre ce problème. Parce que tout le monde se rend compte aujourd'hui que, oui, la parité est acquise d'une certaine manière, mais après le casse-tête chinois demeure pour l'opposition. C'est-à-dire, oui, mais qui désignait aujourd'hui, au juste, au nom justement des partis non parlementaires? La dernière fois, le communiqué parlait des parties prenantes au dialogue, aux discussions. Mais voilà. Maintenant, qui désignait au titre de la société civile? Mais vous savez, il y a des questions. On est bien d'accord que malgré cette parité obtenue, rien n'est totalement encore acquis. Et moi, c'est pour ça que je pense que, vous savez, la meilleure manière de faire la politique, c'est pas moi, je n'apprends rien à qui que ce soit, je n'ai même pas la prétention. Mais c'est de continuer par justement se trouver des passerelles et de se parler. Mais on choisit de rester justement sur ces limites. Mais la situation va... Il y a le cas UFC qui revient ben, voilà. Mais le cas UFC revient pourquoi? Mais il existe une loi il existe un statut de l'opposition qui a permis justement de reconnaître Jean-Pierre Fabre comme chef de file de l'opposition. Mais je crois que c'est la même loi qui reconnaît à l'UFC, qui reconnaît à l'UFC justement son statut de parti parlementaire, enfin de parti d'opposition. Mais maintenant, ce que certains puristes disent avance, c'est que l'UFC est au gouvernement. Mais nous tous, nous savons. Mais j'écris, ça fait une sortie au temps fort de la crise pour s'attaquer au gouvernement. En temps normal, si l'UFC se respectait en tant que parti d'opposition, l'UFC devait quitter le gouvernement. Mais les membres de l'UFC sont toujours au gouvernement. Mais faut-il considérer l'UFC comme parti de l'opposition avec cette sortie de G-Christ, entre-temps, désavouant, si vous voulez, l'accord entre l'UFC et le parti Unir, où
L'accord de 8 ans Mais- qui n'a rien donné. Mais beaucoup de questions demeurent. Nous, en tout cas, moi personnellement, je persiste et je crois que. Mais il faut plutôt chercher des passerelles. Il faut plutôt chercher. Plutôt que de faire des sorties plutôt que de faire de la politique bling-bling, comme on dit, pour se donner une certaine santé, non. Il défend ça parce que l'UFC, à travers Isaac Tchakwe, a bien dit qu'ils sont, disons, le parti est toujours de l'opposition, et par conséquent, il n'est pas question que dans le quota qui est réservé à l'opposition, on l'exclut. Mais c'est qui ce nom que vous voulez appeler là? C'est qui? Il est qui? Isaac Tchakwe. Il est membre de l'UFC, vous le connaissez. Il est qui? Moi je crois que parfois il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Vous ne pouvez jamais partager des secrets gouvernementaux, c'est-à-dire être au gouvernement et à la fois être dans l'opposition. C'est une incongruité, on appelle. Il semble que la loi le permet. C'est à la Togolais. C'est une mauvaise loi. incongruité. Du moins, pas cette disposition-là. Mais c'est Parce qu'il une y a des incongruité. lois où d'autres Je ne dispositions comprends sont pas. mauvaises. Il Il défend faut la reconnaître. d'abord. Une mauvaise loi, mais c'est la loi. Mais je ne comprends pas. C'est pourquoi je parle de honte. Maître Agbouga avait utilisé entre-temps un mot, mais il n'a pas bien utilisé. Je reviens là-dessus. Lorsque vous avez des dirigeants qui ne sont pas politiquement civilisés, on peut s'attendre à ces genres d'incongruité. Parce que si vous étiez politiquement civilisé, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à la fois gouvernant et opposant. C'est pas possible. Vous êtes gouvernant et opposant. C'est-à-dire que vous gouvernez, en même temps vous gouvernez, Est-ce que vous vous l'UFC doit opposez être- à ce que vous faites. L'US doit être dans le quota de la C14. Vous l'avez trouvé quand les gens étaient encore dans la rue. Vous avez trouvé l'UFC? Vous? C'est son choix. Alors, revenons maintenant sur ce que vous avez appelé maintenant parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est ceux qui se sont engagés dans la discussion. C'est de cela qu'il est question. Les parties prenantes. Ou bien, c'est eux qui paraphent. C'est eux qui signent. Lorsque la dernière fois on nous a parlé, vous savez, au prime abord, on avait parlé d'une CENI inclusive. Et puis la feuille de route est sortie, on a parlé de renforcement de la CENI. Et paf, la dernière fois au comité de suivi, lorsqu'il était question du communiqué final que tout le monde a accepté, on parle de recomposition. Et puis je me suis un tout petit peu amusé ce matin-là à me donner une idée sur le verbe recomposer. On va Et pas j'ai passer pris... Non, j'ai- L'émission a fait de la stylistique. non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Recomposer, ça veut dire quoi? Composer une nouvelle fois. C'est-à-dire, Une deuxième fois. non mais quand j'ai pris, C'est ça, pris c'est le ça. Larousse français, composer, c'est recomposer, c'est composer de nouveau ce qui a été détruit, dispersé. Donc ce qui veut dire que ce n'était pas bien. Il faut reprendre. Et quand il faut reprendre, ça veut dire que tout ce qui a été fait, même si on ne doit pas toucher cela, mais il faut le faire dans les normes. L'autre difficulté aujourd'hui, Dieudonné Korolakina, c'est que la CENI donne un véritable coup d'accélérateur à ses activités. Le recensement doit commencer le 1er octobre. La C14 dit niet, il ne faut pas y aller. Mais tout est en place. Un communiqué est encore sorti hier du président de la CENI qui demandait impérativement à tous ceux qui sont retenus pour le recensement d'être au poste au plus tard ce samedi. Nous avons un seul saint à qui nous vouer aujourd'hui, c'est la CEDEAO à travers le comité de suivi. C'est tout. Il a réussi au moins depuis le dimanche dernier à faire un travail qui est salué. Il reste un saint à qui nous pouvons nous vouer. Alors, si jusqu'à ce jour, la CEDEAO ne se prononce pas formellement sur, par exemple, le fait qu'il faut que la CENI interrompe ses travaux, mais c'est que, au fond, ceux qui ont les rênes, justement, du règlement du problème aujourd'hui sont favorables. d'une Ça certaine continue. manière. Mais, vous savez, non. Alors, pour revenir, vous savez, le recensement, tout comme l'élection,
est libre dans tout pays. On est bien d'accord. Moi, quand je suis citoyen, je pense que mon intelligence, en tout état de cause, m'invite d'abord à me recenser, à avoir mon nom sur la liste. Maintenant, si, parce que vous savez, mais si depuis le 17 août jusqu'à ce jour, si nous regardons un peu les faits, etc., c'est-à-dire les annonces et les contre-annonces de l'opposition, à mon avis, il serait judicieux pour un citoyen de se faire inscrire aujourd'hui et de voir si jamais l'opposition ne ravisait pas. On verra. Que je sois de l'opposition ou non, je crois que le meilleur choix, c'est de choisir justement de se faire inscrire d'abord. Parce que de toute façon, se faire inscrire ne veut pas dire tout de suite d'aller voter. Se faire inscrire aujourd'hui ne veut pas dire d'aller voter. Non, vous demandez... Mais je me fais inscrire d'abord, et puis après, maintenant, si je peux choisir de ne pas voter. Mais au moins, j'aurai mon nom sur la liste. Parce que, vous savez, quand j'analyse les événements, cette opposition est capable de m'appeler la veille à aller voter. Mais voilà. Non. Vous savez, Maître Célestin Gougan, oui, vous savez, moi, que pensez-vous de l'appel? la CENI qui est là aujourd'hui là, souffrez que je vous dis que c'est une CENI illégale. Pourquoi? Oui. Parce que, ou je dirais même que, conformément à la loi, la CENI n'a jamais existé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la CENI devrait être composée de 17 membres. Depuis lors, il n'y a pas 17 membres. On a réservé la place à l'opposition. Oui, à partir du moment où on doit composer. À supposer que vous avez le CONAP, tout ça là, qui doit élire un bureau de 9 membres. On élit un bureau de 5 membres. Vous savez un bureau? On lit seulement. Ça veut dire que le bureau n'est pas encore composé. Ça n'existe pas. Quand on nous parle de quorum, mais il faut que la chose existe en place, le nombre soit atteint dans sa globalité, pour qu'à une réunion ou à un moment donné, certains se retirent pour qu'on dise il y a quorum ou il n'y a pas quorum. À partir du moment où la CENI n'est pas composée en totalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de CENI. Et tous les actes qui ont été posés, naturellement, sont illégaux. Illégaux, excusez-moi le terme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de recomposition de la CENI, ça voudrait dire que, en réalité, tout ce qui est fait là, c'est vrai que même s'il ne faut pas tout annuler parce qu'on a perdu du temps, tout ça là, on doit revoir tout. Et ce qui est mauvais, on l'enlève. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'inscription, et puis naturellement, soyez sérieux, on dit, vous avez 30 jusqu'au 30 pour faire venir les 8 membres. Et donc, vous venez, même le 30 là, ils ne sont même pas là. Puisque l'inscription aura lieu sans les autres. Toujours sans les autres parce qu'il va falloir qu'on amène les noms dimanche. Ils doivent aller à l'Assemblée, valider, et ils doivent aller prêter serment avant d'arriver. Donc tout cela se fait également sans les 8. Finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la CENI est réduite à 9. 9, puisque 8 vont venir. Les autres qui sont là, si c'est les 14 qui continuent ou les 13 qui ne continuent pas à travailler, c'est à quoi? Ça rime à quoi? Donc inscrire, même l'inscription, si les gens vont faire l'inscription aujourd'hui, mais c'est la fraude. Parce que tout ça là, toutes les étapes de la procédure peuvent être émaillées de fraude. Même les inscriptions, depuis l'inscription. Donc, à quoi rime? Si l'opposition dit aujourd'hui, appelle les gens à aller s'inscrire, ça veut dire que l'opposition n'est pas conséquente envers elle-même. Ibrahim Acha, quand on voit tout ça, c'est après tout l'argent du Togo. On fait tout ce bruit. Est-ce qu'après, on va revenir nous dire que non, il faut reprendre alors qu'on a vraiment déployé de l'argent qui est utilisé depuis pratiquement un an, puisque cette CENI est en place depuis septembre 2017. Non, mais vous voyez l'argent. Il y a le temps que nous perdons. Oui. Il y a le temps que nous perdons au Togo parce que depuis là, nous sommes en crise. C'est comme si on se complaît dans cette crise. On ne veut pas faire des efforts nécessaires pour sortir de cette crise. Et nous voyons ce que cela cause comme désagréments sur le plan économique. Et quand on parle du plan de l'économie, cela a forcément des impacts sur le social. Et donc, moi, j'aurais voulu que les acteurs togolais soient beaucoup plus conséquents envers eux-mêmes, qui posent des actes qui sont, en tout cas, des actes susceptibles de sortir le Togo de cette zone de turbulence, si vous me permettez ce terme, et en même temps, appeler à l'État, en tout cas, il faudrait que l'État togolais, si véritablement nous sommes dans un État, mais ceux qui incarnent cette République, parce que dans les relations
internationales, on dit l'État, mais c'est des individus qui représentent l'État. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et donc que l'État prenne ses responsabilités pour se dire que nous voulons aller vers la normalisation des choses. S'il y a des actes que nous pouvons poser aujourd'hui pour que ça passe, je pense qu'il est temps que les gens jouent carte du jeu, que les gens jouent au franc jeu, que les gens posent des actes nobles, des actes susceptibles de sortir le pays de cette crise. Il ne faudrait plus qu'on perde du temps, qu'on se leurre par des contournements, des acrobaties, des jonglages impossibles qui ne sont pas de nature à sortir le Togo de cette situation. Aujourd'hui, nous avons, quoi qu'on le dise, quelle que soit la terminologie ou bien la sémantique qu'on veut utiliser, une recomposition de la CENI ou bien un aménagement, bien réaménagement de la CENI. Soit. Mais tout le monde sait que c'est paritaire maintenant. Donc le problème de quorum qu'on avait évoqué, et M. Abogan venait de faire une démonstration pour nous prouver que juridiquement, ce n'était pas un débat qui avait lieu d'être. Et donc aujourd'hui, avec une composition paritaire, le problème de quorum se pose directement. Mais il va y avoir un 17e qui va le départager. Bien évidemment. Et le 17e, personne ne le connaît pour le moment. Ils sont en train de le chercher. Ah, voilà. Donc le problème de quorum va se poser. Et donc si ceux de l'opposition arrivaient le 30, comme on le dit, le premier déjà, il y aura recensement. Et ça, si vous comprenez un peu. Bon, maintenant, qui dirige, sur quel principe on va organiser ce recensement? Les gens nous diront que il y a le principe de continuité des institutions, de continuité de l'État. Les gens nous diront ça. Mais il faudrait quand l'idéal même... sera quoi? L'idéal, c'est que les acteurs politiques s'entendent. Qu'on laisse ces histoires de... Nous sommes de la majorité, au nom de cette majorité, nous pouvons écraser la minorité, et sachant pertinemment qu'en optant en allant dans cette posture, nous risquons aussi d'aller cogner le mur. Donc, faisons les choses proprement et disons-nous que tout ce que nous faisons, c'est pour le Togo, et faisons un effort nécessaire de dépassement pour qu'ensemble on s'entende. Il ne sert à rien d'être encore en crise. Les gens vont venir de l'extérieur nous proposer des choses. Aujourd'hui, à l'allure où les choses vont, le test constitutionnel même sera proposé par la CEDEAO. Oui, on nous dit au plus et tard le c'est 30. une honte pour le Togo. Non, mais moi je ne crois pas que moi je ne crois pas que c'est une honte. Parce que nous sommes des humains avec nos forces et nos faiblesses. Donc, toute une république, tout un État, on ne trouve pas des constitutionnalistes pour s'entendre, pour proposer quelque chose qui sied, quelque chose qui puisse engager toute la nation. On attend qu'un expert vienne de notre pays. Il est déjà là, l'expert est déjà là. Pour venir nous proposer un test constitutionnel. Mais où est notre souveraineté? Nous avons eu l'indépendance ou pas? Je vais vous donner 3 exemples. Plus rapidement maintenant, oui. Le premier exemple, c'est que dans ce pays, les Togolais se sont donné une constitution à plus de 97%, que tout le monde a applaudi. En 2002, on l'a modifiée et en 2003, la constitution était immédiatement appliquée. Les mois qui ont suivi. On va aller plus rapidement. Les mois qui ont suivi. La question de la CENI. Oh non, j'en viens là. On n'a plus le temps. Oui, c'est juste pour vous dire que c'est parce que nous-mêmes, on fait semblant de dormir. Et quand on nous réveille là, est-ce que toi-même qui fais semblant de dormir, tu peux te réveiller? C'est comme ça qu'on a dirigé ce pays. Ce n'est pas parce que nous sommes des incapables. C'est parce que des gens veulent ou ont une soif terrible du pouvoir qu'ils ne veulent pas lâcher. Mais qui sont allés voir la CEDEAO? Qui sont ceux-là qui sont allés voir la CEDEAO? Il y avait une crise. Mais aujourd'hui, la CEDEAO parle de parties prenantes. On dit recomposer. Mais moi, je suis un tout petit peu embêté quand on dit jusqu'au 30, envoyer les noms. Et le premier, les gens ne prêtent pas serment. On leur demande, mais il y a déjà une liste. Vous savez, au moins sur un plan purement éthique, je parle bien éthique. Recomposer, ça veut dire, nous allons chercher un autre patron. Ou bien. Ça dépendra de comment ils vont s'entendre. Mais vous avez dit... Deux données pour finir. Non, mais moi, je dis, enfin, je suis un citoyen intelligent. Qu'est-ce que je perds aujourd'hui que la CENI soit légale ou illégale, que j'aille m'inscrire et qu'une CENI légale vienne après?
qu'est-ce que je perds aujourd'hui en allant m'inscrire le premier jour? Si les conditions ne sont pas réunies. Illégal, c'est pour faire la fraude. Mais C'est ce que moi je ne veux pas faire. Qu'est-ce que je perds au fond? Si les conditions ne sont pas réunies. Là, s'il y a une fraude, je perds beaucoup. Quoi? Je perds quoi au fond? Qu'est-ce que je perds? Je préfère avoir mon nom sur la liste en tout état de cause. Parce que connaissant d'ailleurs cette opposition, qui m'a dit déjà, qui m'a fait savoir que si je ne discute pas des conditions, je n'ai pas le chef de l'État, il n'y aura jamais élection. Mais aujourd'hui, qui discute élection? On s'arrête là. On s'arrête là. On en est là. Cette émission. Connaissant cette opposition, je préfère aller m'inscrire. Voilà, Dieu donné vous demande d'aller vous inscrire. C'est sa position. D'autres disent que les conditions ne sont pas réunies, qu'il va y avoir fraude. Maintenant, vous de prendre la part qui vous intéresse. Mais finalement, on s'arrête là. Dieu donné Krolakina, il est le directeur de la publication de du Togo Matin. C'est normal. Célestin Gogan, président de la illégal ou pas, je préfère. Voilà, mais tu Ibrahim es libre, Macha, là. directeur de la publication du Temps Nouveau et Je ne t'ai après, pas et dit des que fonds c'était pas Sakpaki. Lui, il est le directeur du site d'information La Gazette du Togo. On s'arrête là. L'émission a été mise en onde par Romane Freitas. Bon week-end chez vous. On se retrouve le lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.